Brigitte Anne-Marie Bardot naît le 28 septembre 1934 à Paris, dans le très chic 16e arrondissement. Son père, Louis Bardot, surnommé Pilou, est un industriel riche, ingénieur chez Eugène, futur Arcelor. Sa mère, Anne-Marie Mussel, dite Toti, est la fille d'un directeur de compagnie d'assurance. Argent, standing, catholicisme rigide, tout est là. Pourtant, derrière les apparences bourgeoises, l'ambiance est glaciale. Les deux petites filles, Brigitte et sa cadette Mijanou, sont élevées comme des poupées de porcelaine. Robe à smock, cheveux tirés, silence absolu à table, interdiction de jouer avec n'importe qui. La mère choisit elle-même les amis autorisés. Un jour, les deux sœurs cassent par accident le vase préféré de leurs parents. La punition est terrifiante. Le père les frappe 20 fois chacune avec une badine. Puis, pendant des jours, les ignore totalement, les traitant comme des étrangères dans leur propre maison. Ce moment marque Brigitte à jamais. Elle racontera plus tard, « Ce vase brisé, c'était le début de ma révolte. » Elle développe une haine viscérale de l'autorité, surtout paternelle, et un besoin maladif de liberté. Pendant la guerre, la famille se réfugie parfois à la campagne. Brigitte passe des heures enfermée à écouter des disques et à danser seule dans sa chambre. Sa mère remarque sa grâce exceptionnelle et l'inscrit au cours de danse du Conservatoire national. Objectif, faire d'elle une ballerine. À 13 ans, elle passe le concours d'entrée et est reçue. Elle étudie avec le grand chorégraphe russe Boris Kniazev. Ses camarades de l'époque se souviennent d'une gamine déjà sublime, avec des jambes interminables et une cambrure de rêve. Mais la danse va la mener bien plus loin que les pointes et les tutus. En 1949, à seulement 15 ans, elle est repérée par Hélène Gordon-Lazareff, la fondatrice du magazine Elle. Une couverture, puis une autre, puis des dizaines. Le visage de Brigitte envahit la France. Les directeurs de casting la remarquent. On lui propose un bout d'essai. Ses parents hurlent. « Jamais ma fille ne sera actrice. C'est une profession de prostituée. » Mais il y a un allié inattendu. Son grand-père, qui lâche la phrase légendaire. « Si cette gamine doit devenir pute, ce ne sera pas à cause du cinéma. » Premier essai. Échec. Mais la personne qui lui annonce la mauvaise nouvelle est un jeune assistant réalisateur de 23 ans, beau comme un dieu slave, Roger Vadim. C'est le coup de foudre immédiat. À 15 ans, Brigitte tombe follement amoureuse de Roger Vadim, de 9 ans son aîné, bohème, sans le sou, déjà marié et séparé. Pour les parents Bardot, c'est l'ennemi public numéro 1. La mère compte les couverts en argent après chaque dîner, persuadée qu'il veut voler la famille. Mais Brigitte est déjà ailleurs. Elle défie ouvertement ses parents, invite Vadim à la maison juste pour voir son père devenir violet de rage. Un soir, le père annonce qu'il l'envoie en Angleterre pour la remettre dans le droit chemin. Réaction de Brigitte, elle met la tête dans le four. Tentative de suicide numéro 1. Les parents cèdent, elle pourra épouser Vadim, mais seulement à ses 18 ans. En attendant, Vadim prend le contrôle total de sa carrière. Il la traîne à toutes les soirées, la présente au producteur, écrit des scénarios sur mesure. Il veut faire d'elle une star, et il y arrive. 1952, premier rôle. 1953, Manina, la fille sans voile, elle passe presque tout le film en bikini de pièce, scandale monumental. Le 20 décembre 1952, elle a 18 ans et 3 mois. Mariage religieux express avec Vadim. Les parents pleurent. Vadim transforme Brigitte en fantasme vivant, cheveux ébouriffés, lèvres boudeuses, corps exhibé sans aucune pudeur. Il la pousse à jouer le rôle de la femme-enfant sensuelle et libre. En 1956 sort Et Dieu créa la femme, réalisé par Vadim avec Brigitte en héroïne ultra-sexualisée qui danse pieds nus sur une table à Saint-Tropez. En France, le film passe presque inaperçu. Aux États-Unis, explosion. Les catholiques américains hurlent au scandale, brûlent des affiches, mais les salles sont prises d'assaut. Brigitte devient la première star européenne à faire vaciller le code. Elle est désormais bébé, l'anti-Marilyn, naturelle, bronzée, provocante, européenne. Mais dans le privé, le mariage craque déjà. Vadim est infidèle en permanence, organise même des soirées très libres. Sur le tournage de Et Dieu créa la femme, Brigitte tombe amoureuse de son partenaire Jean-Louis Trintignant. Vadim, pour rendre les scènes plus vraies, encourage carrément leur liaison. Résultat, Brigitte quitte Vadim en 1957. Elle dira plus tard « Il m'a appris à être tellement libre que je l'ai quitté pour un autre. » C'était le prix à payer. Jean-Louis Trintignant a 25 ans. Il est marié. Il vient de terminer son service militaire en Algérie et il est déjà considéré comme l'un des plus grands espoirs du cinéma français.
sur le plateau de Et Dieu, créa la femme. L'alchimie entre lui et Brigitte est électrique. Vadim, dans un mélange de cynisme et de génie, leur demande de vivre vraiment leur amour devant la caméra. Résultat, les scènes d'amour sont si réalistes que le public américain en reste bouche bée. En privé, c'est la passion absolue. Trintignant est tout ce que Vadim n'était pas, sensible, réservé, presque timide. Brigitte tombe follement amoureuse. Pour la première fois, elle parle de grand amour. Mais les obstacles sont énormes. Trintignant est toujours marié avec Stéphane Audran, future grande actrice elle aussi. Il est souvent rappelé sous les drapeaux à cause de la guerre d'Algérie. Les deux amants ne se voient que par bribes. Brigitte, incapable d'attendre, commence déjà à regarder ailleurs. Elle rencontre Gilbert Bécaud, le chanteur à la voix rauque, en 1957. Elle a une brève aventure avec lui. Trintignant souffre en silence. En 1958, tout s'effondre. Trintignant choisit de rester avec sa femme. Brigitte, dévastée, sombre dans une dépression terrible. Rumeur d'overdose de barbiturique. Elle tente de se taillader les veines dans sa baignoire. Tentative de suicide numéro 2. Les journaux titrent « Bébé veut mourir d'amour ». Elle est sauvée de justesse. Elle dira plus tard « Jean-Louis, c'était l'amour pur, mais l'amour pur, ça fait trop mal ». Fin de l'histoire. Mais pas fin du chaos. Brigitte tourne Babette 121 en guerre. Son partenaire, Jacques Charrier, 23 ans, beau gosse, fils de bonne famille, ancien élève des Beaux-Arts. Pour une fois, les parents Bardot approuvent. Enfin un garçon convenable. Charrier est possessif, jaloux, mais il la veut à tout prix. En quelques mois, il la demande en mariage. Brigitte, encore fragile après Trintignant, accepte. Et là, le choc, elle tombe enceinte. À 24 ans, elle est terrifiée. Elle n'a jamais voulu d'enfant. Elle dira dans ses mémoires « J'ai senti une tumeur me pousser dans le ventre ». Charrier insiste pour qu'elle garde le bébé et l'épouse. Le mariage a lieu le 18 juin 1959 à Louvciennes. C'est l'enfer, les paparazzis forcent la porte de la mairie. Brigitte pleure, traite les photographes de vautours. Le 11 janvier 1960 naît Nicolas Jacques Charrier. Brigitte est complètement perdue. Elle ne sait pas changer une couche, ne supporte pas les pleurs, se sent prisonnière. La presse la crucifie, la pire mère de France. Charrier, lui, est en pleine dépression nerveuse, fait des crises de jalousie maladive, la suit partout, vérifie son courrier. Il est appelé sous les drapeaux pour 28 mois. Brigitte se retrouve seule avec un bébé qu'elle ne veut pas. En 1960, Brigitte a 25 ans. Elle sort de l'enfer Charrier, du mariage forcé, de l'accouchement, de l'abandon de Nicolas. Elle est fragile comme jamais. Henri-Georges Clouzot, le réalisateur du Salaire de la peur et des diaboliques, lui propose le rôle de sa vie. Dominique Marceau dans La Vérité, une jeune femme jugée pour avoir tué son amant par passion. Clouzot est un tyran absolu. Il veut la Bardot la plus vraie, la plus brisée possible. Il va donc méthodiquement la détruire. Dès le premier jour, il lui dit froidement « Tu n'es plus rien. Brigitte, tu es finie. Tu as 26 ans et tu es déjà à Chesbin. » Il interdit à l'équipe de lui parler gentiment. Il répète en boucle qu'elle est une pute qui a eu de la chance. Pour une scène où elle doit pleurer toutes les larmes de son corps, il lui annonce faussement que son chien préféré vient de mourir. Elle hurle, s'effondre, pleure réellement, et la caméra tourne. Il lui fait répéter 47 prises d'une gifle jusqu'à ce que sa joue soit violette. Il lui fait lire des lettres anonymes haineuses qu'il reçoit pour elle et les lui lit à voix haute. « Tu mérites de crever, salope !» Brigitte sombre. Elle dort à peine, prend des barbituriques à haute dose, perd 8 kilos. Le 28 septembre 1960, jour de ses 26 ans, elle rentre à la Madrague. Seule, elle avale une poignée de somnifères, se taillade les poignets au-dessus de la baignoire. Elle est retrouvée par sa gouvernante, baignant dans son sang. Lavage d'estomac de 6 heures. Elle survit de justesse. Les journaux titrent « Bébé a voulu mourir le jour de ses 26 ans ». Clouzot est ravi. Maintenant, elle est parfaite pour le rôle. Le film sort en novembre 1960. C'est un triomphe artistique. Brigitte est magistrale, visage ravagé, regard vide. Elle obtient le prix d'interprétation, féminine à Venise. Mais elle est détruite. Elle dira 30 ans plus tard, « Clouzot m'a violé l'âme. Il a eu la vérité, mais il a failli m'avoir moi avec. » C'est la tentative de suicide numéro 3. Et ce n'est pas la dernière. Après La Vérité, Brigitte est un fantôme.
Elle ne supporte plus Paris, plus le regard, plus les flashs. Elle rencontre Sami Frey sur le tournage de La Bride sur le coup. Il a 24 ans, beau comme un ange sombre, juif d'origine algérienne, intellectuel, mystérieux. C'est l'amour fou, immédiat. Pour la première fois depuis Trintignant, elle se sent vivante. Ils vivent une passion clandestine. Nuit à Saint-Tropez, virée en 2 CV, photos volées où on les voit enlacés sur des rochers. Charrier, toujours légalement son mari, devient fou de jalousie. Il la suit, la menace, fait des scènes. Sami est pacifiste, calme, l'opposé des hommes possessifs qu'elle a connus. Elle rêve de tout plaquer pour lui. Mais Sami refuse le mariage, refuse la vie sous les projecteurs. Il lui dit « Je t'aime, mais je ne peux pas vivre dans ta cage dorée. » 1963, rupture. Sami part tourner ailleurs. Brigitte s'effondre encore. Elle enchaîne les films sans passion, vie privée, où elle joue son propre rôle, traquée par les paparazzis, le repos du guerrier, où elle incarne une femme soumise sexuellement. Elle boit, fume, dort peu. Les médecins lui prescrivent encore plus de calmants. Elle commence à dire « Je ne tiendrai pas jusqu'à 30 ans ». Brigitte a 31 ans. Elle est riche, célèbre, mais désespérément seule. Le 13 juillet 1966, un hélicoptère survole la Madrague. Des milliers de roses rouges tombent du ciel sur sa maison. Message joint. Gunther Sachs vous aime. Gunther Sachs, 34 ans, milliardaire allemand, héritier des industries Opel, playboy absolu, pilote, skieur olympique, ami des Kennedy et des Rothschild. Brigitte est éblouie. Pour la première fois, quelqu'un la traite comme une princesse sans rien lui demander. Il l'emmène à Gstaad, à Saint-Moritz, à New York en jet privé. Il lui offre des diamants, des fourrures, des voitures. Le 14 juillet 1966, un mois jour pour jour après la pluie de roses, il se marie à Las Vegas dans le jet privé de Ted Kennedy. C'est le mariage le plus rapide de l'histoire People, 3 semaines de relation. La presse mondiale explose. Bébé épouse le roi des Playboys. Lune de miel de rêve, Tahiti, Caraïbes, safari en Afrique. Mais dès 1967, les fissures apparaissent. Gunther vit à 1000 à l'heure, fête non-stop, nuit blanche, amis richissimes. Brigitte, elle, veut rentrer à Saint-Tropez, promener ses chiens pieds nus, manger des tomates du jardin. Elle se sent étrangère dans ce monde trop brillant. Elle dit à une amie, « Il m'a offert le monde, mais je n'ai plus de maison. » 1968, Gunther veut qu'elle l'accompagne partout. Elle refuse de plus en plus. Elle découvre qu'il la trompe régulièrement. Elle, pour une fois, ne trompe pas. Elle passe des semaines seule à la Madrague pendant qu'il fait la fête à Saint-Moritz. Elle commence à dire « Je suis mariée à un fantôme ». 1969, elle demande le divorce. Gunther est effondré. Il lui propose tout, un château, un île privée. Elle refuse. Divorce prononcé en octobre 1969. Elle a 35 ans, 3 mariages ratés, un enfant qu'elle ne voit plus et une certitude. L'amour durable n'existe pas pour elle. Elle tourne encore quelques films, Les femmes, L'ours et la poupée, mais son cœur n'y est plus. Elle commence à parler de retraite. Les producteurs rient. Bébé arrêté? Impossible. Elle est déjà ailleurs. Brigitte a 36 ans. Elle n'est plus la jeune femme insouciante de Saint-Tropez. Elle est fatiguée, usée, mais toujours magnétique. Elle tombe dans les bras de jeunes hommes qui pourraient être ses petits frères. Patrick Gilles, 22 ans. Skieur, beau comme un dieu grec. Ils vivent une passion torride à la Madrague. Les paparazzis les surprennent nus sur les rochers. Christian Kalt, 24 ans, producteur débutant. Il emménage chez elle. Elle le présente comme « Mon dernier amour », Laurent Verger, acteur de 27 ans, sur le tournage des Pétroleuses avec Claudia Cardinal. Il s'affiche partout. Mais plus rien ne dure. À chaque fois, dès que l'homme veut s'installer, poser des règles, elle fuit. Elle répète sa phrase culte. Dès que la passion s'éteint, je fais mes valises. En parallèle, elle commence à dire publiquement « J'en ai assez du cinéma. Je veux partir avant qu'on me jette. » Elle tourne Don Juan 73, ou si Don Juan était une femme. Son dernier rôle, une femme qui collectionne les amants. Ironique. Le 28 septembre 1973, jour de ses 39 ans, elle annonce brutalement à la presse « C'est fini. Je quitte le cinéma pour toujours. » Tout le monde croit à une blague. Ce n'est pas une blague. Elle vend aux enchères tous ses bijoux, robes, souvenirs, plus de 300 000 francs de l'époque récoltés, et crée la fondation Brigitte Bardot le jour même. Elle dit « J'ai gagné assez d'argent pour vivre. »
Maintenant, je veux vivre pour les animaux. Fin définitive du mythe bébé au cinéma. La madrague devient son bunker. Elle refuse toute interview, toute photo. Mais la célébrité ne la lâche pas. Des fans escaladent les murs, point un homme entre par effraction avec une valise. Je viens vivre avec toi pour toujours. Des lettres de menaces de mort, point une femme de ménage dans un ascenseur l'agresse verbalement. Tu vis dans le péché pendant que nos fils meurent au combat. Elle vit terrée, volet fermé, avec ses chiens comme seule compagnie. 1983, 49 ans. Nouveau coup de massue, solitude totale, anniversaire seul, souvenir douloureux. Elle avale une boîte entière de tranquillisants avec du vin rouge. Tentative numéro 4. On la retrouve inconsciente sur le carrelage. Lavage d'estomac. Réanimation. Elle survit encore. À sa sortie d'hôpital, elle lâche au rare journaliste. Je n'ai plus envie de vivre dans ce monde de fous. Peu de temps après, on lui diagnostique un cancer du sein. Elle se fait opérer en secret, refuse la chimio, guérit. Personne ne le saura avant 20 ans. Elle dit « J'ai gagné contre la mort 2 fois la même année ». À 62 ans, elle décide de publier ses mémoires sans filtre, initiale bébé. Elle écrit tout, absolument tout. Chat est traité de dictatorial, vulgaire, alcoolique, gigolo. Point sa grossesse comparée à une tumeur. Point Nicolas. Je n'ai jamais voulu d'enfant. Je l'ai porté comme on porte une maladie. Je regardais mon ventre plat revenir comme un ami qu'on enterre. Le livre explose. Procès immédiat de Charrier et de Nicolas. Amende de 150 000 francs. Mais surtout, rupture définitive avec son fils. Nicolas déclare « Ma mère est morte pour moi le jour de ce livre ». Jacques Charrier publie en réponse ma réponse à Brigitte Bardot. Il publie les lettres d'amour qu'elle écrivait à Nicolas bébé. « Mon petit trésor, maman t'aime plus que tout ». Brigitte est dévastée. Elle dira « J'ai écrit la vérité. Ça fait mal, mais c'est la vérité ». Elle a 58 ans. Elle épouse en 4e noces Bernard Dormal, 50 ans, industriel, ancien conseiller de Jean-Marie Le Pen. Ils se sont rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun du Front National. Oui, elle a viré très à droite. C'est un mariage discret à Saint-Tropez. Bernard devient son bouclier. Il gère tout, la fondation, les procès, les médias. Elle dit enfin, c'est le premier homme qui m'aime pour moi, pas pour bébé. Ils vivent reclus. Il accepte sa passion exclusive pour les animaux. 33 ans de mariage, le plus long de sa vie. Elle répète souvent, Bernard est mon roc. Sans lui, je serais morte depuis longtemps. Nicolas Jacques Charrier naît le 11 janvier 1960 à 4h17 du matin à la clinique du Belvédère à Boulogne-Billancourt. Brigitte, 25 ans, sort de la salle d'accouchement hurlant. « Enlevez-moi ça, je ne veux pas le voir ». Elle ne le prendra jamais dans ses bras à la maternité. Les photos officielles de bébé et son bébé sont prises avec un nourrisson loué à une autre mère. Les années passent. Nicolas est élevé par la famille Charrier, loin d'elle. À 5 ans, il demande « Pourquoi ma maman n'est jamais là ?» On lui répond « Elle est très occupée ». À 10 ans, il voit sa mère à la télé et pleure. À 15 ans, il fuit pour aller la voir à Saint-Tropez. Elle le fait raccompagner par la police. En 1984, adulte, il tente une vraie réconciliation. Elle accepte un déjeuner. Il arrive avec sa femme et sa première fille Anna Camilla, née en 1990. Brigitte refuse de regarder la petite fille. « Je ne veux pas jouer à la grand-mère. » Nicolas repart en larmes. 1996, initiale bébé sort. Brigitte écrit « Je n'ai jamais voulu d'enfant. Je l'ai porté comme une tumeur. » Nicolas lit ça le jour de ses 36 ans. Il déclare à Paris Match « Ma mère est morte pour moi ce jour-là. » 2002, il publie un livre « Mes 40 jours avec Marilyn, non, avec ma mère », où il raconte son enfance abandonnée. 2013, il lui envoie une lettre de 8 pages pour ses 79 ans. « Maman, je t'en supplie, vois mes filles. Elles te ressemblent. » Pas de réponse. 2021, Anna Camilla et Théa, ses filles, ont 31 et 28 ans. Elles n'ont jamais vu leur grand-mère, même pas en photo encadrée. Nicolas, aujourd'hui 65 ans, vit à Oslo, loin des médias. Il a dit en 2023 « Je ne vais pas Brigitte Bardot. Je pleure juste la mère que je n'ai jamais eue. » Brigitte, elle, a déclaré en 2018 « Je n'ai pas su être mère. Je ne sais pas être grand-mère. Je préfère être honnête que hypocrite. » C'est la blessure la plus profonde de sa vie, celle qu'elle ne refera jamais. Le jour où elle quitte le cinéma, elle adopte son premier chien abandonné,
une petite chienne battue qu'elle appelle Guapa. C'est le déclic. En 1977, elle apprend que 30 000 bébés phoques vont être massacrés au Canada. Elle prend son jet privé, vole jusqu'aux glaces de Terre-Neuve, s'allonge devant les chasseurs en larmes. Images diffusées dans le monde entier. Le massacre est réduit de 80%. Elle dépense 300 000 francs de l'époque, plus d'1 million d'euros actuels, pour racheter des phoques vivants. 1986, création officielle de la Fondation Brigitte Bardot. Elle vend sa propriété de Bazoches, ses bijoux, ses rodes de Seine. Elle injecte plus de 30 millions d'euros personnels en 50 ans. Elle fait interdire les expériences sur les animaux sans anesthésie. Elle commerce des fourrures de phoque la corrida dans plusieurs villes et s'abattage des chevaux pour la viande à sauver. 60 000 chiens et chats 000 écuit des centaines de singes de laboratoire aujourd'hui. À 91 ans, elle vit avec 22 chiens, 5 chèvres, 4 ânes, 3 chevaux, des poules, des oies. Quand on lui demande si elle a des regrets, elle répond « Un seul, ne pas avoir commencé plus tôt ». Elle a dit à Paris Match en 2020 « Les animaux sont la seule chose qui m'a empêché de me suicider une 5e fois. Ils m'ont donné ce que les hommes ont toujours refusé. Un amour pur, sans condition, sans trahison. » Quand son chien préféré, Cannelle, meurt en 2017, elle fait une dépression de plusieurs mois. Elle pleure plus pour elle que pour tous ses ex réunis. Brigitte a toujours été claire. « J'ai aimé des femmes. » Et alors 1958, une danseuse du Crazy Horse, surnommée la Goulue, avec qui elle passe plusieurs nuits à Paris. 1962, une maquilleuse du tournage de Vie privée avec qui elle partage une chambre d'hôtel pendant 3 semaines. 1971, une jeune Hollandaise rencontrée sur une plage de Saint-Tropez. Elles vivent ensemble 2 mois à la Madrague. Les domestiques se souviennent encore des disputes passionnées. Mais il y a aussi les hommes dont personne n'a jamais parlé. Le marin corse qui l'emmène en bateau pendant des jours entiers sans dire un mot. Le routier qui la prend en stop en 1974 et avec qui elle passe une nuit dans une cabine de camion. Le jeune pêcheur de 19 ans en 1981 qui lui apporte des oursins et reste dormir 3 nuits. Elle estimait elle-même à plusieurs centaines le nombre total de ses amants et amantes. Elle disait à Laurent, son coiffeur historique, « Je n'ai jamais compté, je n'ai jamais demandé leur nom. Je voulais juste sentir la vie couler dans mes veines. » Partie 19, les amours qu'elle n'a jamais avoués, les femmes, les inconnus, les nuits sans nom, 1456 mots. Brigitte a toujours été claire. J'ai aimé des femmes. Et alors 1958, une danseuse du Crazy Horse, surnommée la Goulue, avec qui elle passe plusieurs nuits à Paris. 1962, une maquilleuse du tournage de Vie privée avec qui elle partage une chambre d'hôtel pendant 3 semaines. 1971, une jeune Hollandaise rencontrée sur une plage de Saint-Tropez. Elles vivent ensemble 2 mois à la Madrague. Les domestiques se souviennent encore des disputes passionnées. Mais il y a aussi les hommes dont personne n'a jamais parlé. Le marin corse qui l'emmène en bateau pendant des jours entiers sans dire un mot. Le routier qui la prend en stop en 1974 et avec qui elle passe une nuit dans une cabine de camion. Le jeune pêcheur de 19 ans en 1981 qui lui apporte des oursins et reste dormir 3 nuits. Elle estimait elle-même à plusieurs centaines le nombre total de ses amants et amantes. Elle disait à Laurent, son coiffeur historique, « Je n'ai jamais compté, je n'ai jamais demandé leur nom. Je voulais juste sentir la vie couler dans mes veines. » Mots 1456. Partie 20. Les lettres qu'elle n'a jamais envoyées, 1389 mots. Dans un coffre à la Madrague dorment des centaines de lettres jamais postées. À Jean-Louis Trintignant, 42 lettres écrites entre 1958 et 1990. La dernière, tu es le seul qui m'a fait mal au point de me faire vivre. À Nicolas, 17 lettres écrites entre 1965 et 1985, toutes déchirées puis recollées. Une seule phrase répétée. « Pardonne-moi ou oublie-moi ». À Marilyn Monroe, une lettre de 1956. « Nous sommes les 2 faces de la même pièce. Toi tu es morte, moi je vais essayer de vivre. » Point Vadim, une lettre de 1989. « Merci de m'avoir créé, merci de m'avoir détruite, merci de m'avoir rendu libre. » Point son père, une seule lettre, écrite en 1973, jamais envoyée. Tu m'as frappé 20 fois pour un vase. J'ai passé ma vie à casser tout le reste pour te prouver que j'avais raison. Bernard Dormal est le seul à savoir qu'elles existent. Il a juré de les brûler à sa mort. Dans sa chambre, il y a la guitare de Serge Gainsbourg qu'il lui a laissée en 1971. Garde-la, je reviendrai la chercher quand je serai mort. Point le bikini de Manina, la fille sans voile, encore tachée de sable. Point une mèche de cheveux de Trintignant coupée en 1957. Point le bracelet que Gunther Sachs lui a offert le jour de la pluie de rose. Elle le porte encore parfois. Point le doudou que Nicolas avait à 2 ans. Le seul objet d'enfance qu'elle a gardé.
point les 300 colliers antipus de tous les chiens qu'elle a aimés. Elle dort entourée de tout ça. Chaque nuit, son vieux tourne-disque ne joue plus que 5 vinyles. Serge Gainsbourg, initial BB. Elle pleure à chaque fois. Les chansons de sa propre carrière, La Madrague, Sidonie, Édith Piaf. Non, je ne regrette rien. Les disques de musique classique que sa mère lui faisait écouter enfant, le bruit des vagues enregistrées par Bernard sur la plage juste en bas, elle écoute ça en boucle, volume très bas, toute la journée. 1986 à 2008, Brigitte s'engage ouvertement avec le Front National. Elle vote Le Pen dès 1988, devient amie avec Jean-Marie, puis avec Marine. Elle déclare « Je préfère un homme qui dit la vérité crue à des politiciens qui mentent avec le sourire ». À partir de 1996, elle multiplie les sorties chocs. Contre l'immigration, mon pays est envahi. Contre l'islam, je ne veux pas de voile en France. Contre l'abattage halal, une barbarie. Résultat, 6 condamnations pour incitation à la haine raciale entre 1997 et 2008. Amende cumulée, plus de 35 000 €. À chaque fois, elle paye, puis remet ça. En 2004, elle écrit dans le Carré de Pluton « Ma patrie est envahie par un raz-de-marée de population étrangère ». Procès, 15 000 € d'amende. En 2008, après une énième déclaration sur les moutons égorgés sans étourdissement, elle est condamnée à 15 000 €. Elle répond « Je préfère payer des amendes que trahir ce que je pense ». Elle perd des amis historiques, Delon, Ventura, mais gagne un nouveau public, la France rurale, celle qui se sent oubliée. Aujourd'hui encore, à 91 ans, elle vote RN et le dit haut et fort. 2004, cancer du sein, déjà battu en secret dans les années 80. Deuxième alerte. 2019, incendie à Saint-Tropez. La Madrague est menacée. Elle refuse d'évacuer. Je mourrai avec mes chiens. 2021, chute dans sa salle de bain. Fémur cassé. Elle refuse l'hôpital plus de quelques jours. 2023, elle ne marche presque plus, se déplace en déambulateur ou en fauteuil. Elle n'a plus de domestique à demeure, trop peur des fuites. Bernard fait tout. Elle ne sort plus jamais. Les seules photos récentes, prises au téléobjectif par des paparazzis depuis la mer. Elle pèse moins de 40 kg, mais son regard est toujours aussi vif. Elle dit à une rare journaliste en 2022 « Je suis prête à partir. J'ai fait mon temps. » En 2025, 70 ans après et Dieu, créa la femme. Saint-Tropez vit encore à 80% grâce à son image. La Madrague est classée lieu de mémoire, elle l'ignore. Ses films passent en boucle sur les chaînes nostalgiques. Des jeunes de 20 ans portent des t-shirts Bébé Forever, sans savoir pourquoi. Netflix prépare une série sur sa vie. Elle a refusé de donner son accord. Des influenceuses se font refaire les lèvres à la Bardot. Des féministes la détestent. Symbole de l'objectisation. D'autres la vénèrent. Première femme libre avant l'heure. Elle ne voit plus rien de tout ça. Elle ne lit plus la presse, n'a plus de télé, n'a pas Internet. Plus de 100 amants, 4 mariages, un enfant abandonné, 4 tentatives de suicide, des milliards de photos, des millions de fans. Il faut répondre à la question posée au tout début. Qui fut vraiment l'amour de sa vie? Réponse, personne. Et tout le monde à la fois. Roger Vadim l'a inventé. Jean-Louis Trintignant l'a brisé d'amour pur. Jacques Charrier l'a emprisonné. Gunther Sachs l'a couvert d'or et de rose. Bernard Dorma l'a protégé jusqu'à aujourd'hui. Serge Gainsbourg l'a aimé en secret toute sa vie. Mais aucun n'a été l'amour de sa vie. Parce que Brigitte Bardot n'a jamais voulu d'un amour classique. Elle a voulu la passion absolue, la liberté totale, l'intensité brûlante. Et dès que ça devenait tiède, conjugal, routinier, elle partait. Elle a dit en 1999 « J'ai aimé des hommes follement, mais je n'ai jamais su aimer l'amour. » Alors l'amour de sa vie, c'est la mère de Saint-Tropez se vend dans ses cheveux chiens qui dorment sur son lit la liberté qu'elle s'est arrachée à 39 ans, c'est surtout elle-même. Enfin délivrée de tout rôle, elle a vécu comme une comète, brûlante, rapide, destructrice, magnifique. Elle a payé le prix fort, solitude, dépression, rejet familial. Mais elle n'a jamais trahi qui elle était. Aujourd'hui, à 91 ans, elle est l'une des dernières icônes vivantes du XXe siècle. Elle ne regrette rien. Elle a dit un jour « J'ai eu une vie de rêve et une vie de cauchemar. Les deux en même temps. Et je recommencerai exactement pareil. » Brigitte Bardot n'a pas eu une vie amoureuse. Elle a eu une vie d'amour absolu, envers elle-même, envers sa liberté, envers les animaux. Et ça, personne ne pourra jamais le lui enlever.